Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc me revoilà, l'empêcheur de magouiller en rond. Alors j'ai appris que ma dernière vidéo avait été signalée, voilà quoi, donc d'après ce que j'ai compris, elle dérange, à mon avis, un ou deux méga magouilleurs fédérales qui ont envie de continuer sa petite magouille, hein. Vous savez, ces personnes qui savent très bien que ce qu'ils enseignent c'est du caca, mais ils ont envie de faire du pognon et d'utiliser un petit peu leur réseau et leurs relations pour continuer à exister dans cette société malade, une société malade, hein, tout le monde le sait, donc vous connaissez le principe, hein, être en harmonie dans une société malade, c'est pas signe de bonne santé mentale. Voilà, donc il y a des gens que je gêne. Alors j'avais parlé du judo et du karaté la dernière fois. J'ai pas de gens qui me détestent dans le judo, donc je crois savoir d'où ça vient. Et bien sûr, j'avais épargné les aikidoka, parce que, bon, j'ai pas envie de faire de peine d'aïkido, mais c'est vrai que quand on parle de nationalisme, d'extrême droite, de mondialisme, ultramilitarisme, on oublie forcément très souvent de parler de celui qu'on appelle O-sensei, donc Ueshiba, tout simplement parce que à la fin de sa vie, c'était plutôt, on a beaucoup prôné une politique de paix et de non-violence à la Gandhi, sauf que on va dire, à l'image, on va dire, de Mandela, le début de sa vie, ça n'a pas été de tout repos, ça a été assez chaud, quoi, quand même, hein. Chez Ueshiba, on l'appelait le tank, hein, 1m45, 85 kg, le roi de la baïonnette. Donc, quelque part, effectivement... j'ai rien contre, mais je vais quand même vous donner des vérités. Après, je suis désolé pour tous mes amis aikidoka qui prêchent la paix, et il n'y a pas de compétition, donc ils n'ont pas à transformer leurs adhérents fédéraux en bêtes de guerre, hein. Donc, pour moi, c'est ce qui est encore, avec le système de plus logique, l'aïkido dans le monde fédéral. Mais j'ai l'impression que je suis un peu bas, moi. Hop, c'est parce que j'ai pas voulu faire un zoom trop fort. Voilà, donc pour mettre tout le monde d'accord, je vais reprendre cette étude dont j'ai parlé hier, qui est en fin de compte de Benoît Gaudin, hein, qui est maître de conférences en sciences sociales. Vous ferez vos recherches vous-même. Il explique, comme on peut dire en introduction, quelque part, aucune des formes de combat homme à homme existant actuellement ne sert concrètement à faire la guerre ni à tuer. Hein, comme il dit, malgré le titre de martial, dieu de la guerre, voilà, hein, que certains d'entre elles revendiquent. Je vais vous le relire, hein, et je vais commenter déjà en même temps. Dans la vidéo précédente, donc Benoît Gaudin expliquait bien que la séparation sport de combat, art martial, dos, tout ça c'était complètement, on va dire, artificiel, puisqu'en fin de compte il s'agissait dans tous les cas de sport. D'ailleurs c'est relié à des fédérations sportives. Le MMA c'est pas un mixed martial arts, c'est du sport de combat, hein. C'est un mélange de sport de combat qui fait partie d'une fédération ou de plusieurs fédérations sportives. On s'entraîne dans des salles de sport, on s'entraîne pas sur un champ de bataille, on s'entraîne pas sur un champ de tir, on s'entraîne pas dans des casernes à l'armée, sur le béton. Donc quelque part, c'est pas un art martial, ça n'a jamais été fait pour tuer, y compris le karaté, le judo, l'aïkido, etc. Tels qu'on les connaît maintenant. Et tous ces arts, ce qu'expliquait Gaudin, avaient été quand même, en citant Elias, avaient été quand même relié à l'ultranationalisme, et ce qu'il ne dit pas, c'est aussi au nazisme durant la guerre. Mais bon, voilà, il expliquait dans le judo et le karaté, je vais vous expliquer aussi qu'il y a quand même une bonne reliance avec l'aïkido. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour juger, je suis là simplement pour vous donner la vérité, faire attention, si vous tombez sur des profs qui ont des racines comme ça, on va dire néo-nazis, bah, c'est ce que ça donne. Voyez, moi j'ai connu ça en karaté chez nous, hein. Donc, aucune des formes de combat homme à homme existant actuellement ne sert concrètement à faire la guerre, ni à tuer, malgré le titre de martial, c'est-à-dire militaire, hein, que certaines d'entre elles revendiquent. Elles ont toutes
à des dates diverses, selon chaque contexte, quitter le monde de la vraie bagarre ou du vrai duel, donc à mort, pour entrer dans celui du combat retenu. Là où l'on cherchait à blesser, voire à tuer l'adversaire, on ne cherche plus qu'à imposer sa supériorité physique ou technique sur l'autre, sans attenter radicalement à son intégrité physique. Donc on ne cherche pas à blesser, heureusement, on ne cherche pas à arracher une oreille, à crever un œil ou un truc comme ça. On ne casse pas un doigt, par exemple, vous voyez, c'est un accident, quand il y a un doigt de cassé en karaté ou en judo. Hein. Quoique j'ai connu quelques tarés qui arrivaient au combat en karaté, ils te visaient les couilles et bam, direct, ils rentraient dedans. J'ai connu ça à Sainte, hein, donc je ne peux pas dire que c'est pas vrai. Hein. Dans ces combats, la mort d'un combattant est devenue un drame, un accident regrettable, alors qu'elle en était auparavant un dénouement logique, voire recherché. Le niveau de violence interindividuelle a diminué de manière radicale, sans pour autant disparaître, illustrant de façon canonique le processus d'euphémisation de la violence mis en évidence par Norbert Elias. Donc, effectivement, par exemple, je me souviens avec 85, là c'est mon témoignage, hein, j'étais chez Dominique Valera à l'époque, je suis revenu dans la région, comment on peut dire, je me suis bien renseigné à l'époque, il n'y a pas internet et tout ça, mais comme je voulais passer un brevet d'état de boxe américaine, puisque je faisais les cours à Saint, je voulais voir où on était la loi, et en fin de compte, il y avait une ministre, je crois que c'était une ministre à l'époque, qui voulait carrément faire supprimer tous les sports à impact. Parce que c'était l'époque où Youssef Zennaf avait eu son coma contre Battisti, hein, Zef. C'était l'époque où il y a eu un mort en boxe thaï, un type qui est tombé dans le coma, genre boxe française, un truc comme ça, ou boxe anglaise. Donc, et elle voulait même interdire le jonglage avec la tête, avec le ballon, les têtes en foot, et tous les sports de frappe. Parce qu'on sait très bien que de prendre des coups, ça rend fou, quoi. On n'est pas là pour... vous voyez les boxeurs qui se mettent à trembler, c'est pas que le dopage, hein. Le dopage ça les tue bien avant la quarantaine, ou voilà, ils arrêtent avant de mourir, mais autrement, les frappes, forcément, le cerveau, au bout d'un moment, pour peu que, voilà, que la personne soit assez acide et déshydratée, on va dire, le cerveau vient cogner plus ou moins sur... on va dire que le liquide céphalorachidien n'est pas forcément au top du top. Voilà, donc, encore une fois, dans ces soi-disant arts martiaux, je parle karaté, judo, aikido, MMA et compagnie, quand il y a un mort, effectivement, c'est un drame, alors que si c'était un vrai art martial, on chercherait à tuer la personne, vous voyez, donc ça n'a rien à voir, ou à se sauver sa vie contre quelqu'un qui veut vous tuer, ce qui n'est jamais le cas, que ça soit en krave, en penchak, en karaté, en ce que vous voulez, c'est jamais le cas, la personne en face de vous ne veut jamais vous tuer, donc n'attaque jamais vraiment, réellement, avec une arme pointue, tranchante, en acier, ne cherche pas à vous faire le mal, voilà, donc ne cherche pas vraiment à vous tuer ou vous blesser, donc le système de défense est totalement faussé. Voilà, ça c'était juste pour remettre les choses à leur place, parce que c'est vrai que j'en ai assez qu'on dise qu'il n'y a que moi qui dise que les arts martiaux, malgré, ces arts martiaux entre guillemets, hein, malgré qu'ils soient venus du Japon sous leur forme d'extrême droite la plus virulente, l'ultranationalisme, et vous allez voir que c'est au-delà de l'ultranationalisme, eh bien, ça n'en est pas moins que des sports, c'est-à-dire ça a été sportivisé au Japon avant de nous être ramené en Europe, voilà. Pour l'aïkido, faut savoir que, par exemple, je vais retrouver ma page, que l'on retrouve sur l'histoire, par exemple, de l'aïkikai, tout simplement, hein, beaucoup, voilà. Avant l'aïkikai, alors l'aïkikai a été créé, on va dire, plutôt à partir de 48, on va dire, à la demande de la Butokukai, pour que ça soit vraiment quelque chose de carré et que ça rentre dans la Butokukai. Donc la Butokukai d'après-guerre, j'en ai déjà parlé. Et avant, donc, il y avait ce qu'on appelle la Kobukai. Et
cette Kobukai, qui a été créée le 30 avril 1940, avait fait l'approbation justement de Tomozuo Yoji, qui était un fonctionnaire du ministre de la Santé. L'un des principaux donateurs et hommes d'affaires, Miyazaka Soso, qui a fait un don de 20 000 yens à la fondation. À l'époque, c'était beaucoup. Hein. Le président n'était autre que l'amiral Isamu Takeshita, grande histoire avec Ueshiba, et le vice-président, le général Katsura Hayashi. Parmi les membres du conseil figure le prince Konoe Fumimaro, etc., etc. Enfin, beaucoup de ces gens-là ont été accusés de crimes de guerre, pendus, ou on leur a permis de se faire harakiri, comme le prince Konoe Fumimaro, qui s'est suicidé, on va dire. Alors là, je suis un petit peu embêté, parce que, comme par hasard, c'est maintenant comment on peut dire, que mon Internet ne fonctionne plus. Ah, il y a des jours comme ça, quand on parle de choses intéressantes. Alors on vous dit que vous êtes écouté, on dit que vous êtes sans arrêt espionné, du moment que vous avez un micro sur votre ordinateur. Hein. Voilà. Donc, c'est ce prince dont je vous ai parlé, je vais le retrouver, Fumimaro Konoe, qui en fin de compte est à l'origine, en fin de compte, de l'invasion du Japon, hein, donc et des massacres de Nankin, tout ce que l'on veut, hein, parce qu'on a tout mis sous Hirohito, mais en fin de compte, c'est pas forcément lui. Et on se retrouve avec que cette personne-là est impliquée dans des génocides. Ça vous rappelle rien, ça? Ben, ça vous rappelle un petit peu le premier président de la Fédération mondiale de karaté, hein, grand ami de notre président de la FFKMA de l'époque, des années 70, 80, qui était un criminel de guerre, et qui a été sauvé la veille de sa pendaison pour lutter contre le communisme au Japon. Quand je vous dis que c'est d'extrême droite, c'est pas pour rien, hein, ultranationaliste, et qui, en fin de compte, avait été appelé par, donc le plus grand yakuza de tous les temps, hein, il se faisait appeler Al Capone japonais, qui a été sollicité par le président Fujimori, président du Pérou à l'époque, pour stériliser des centaines de milliers de femmes et d'hommes péruviens. Est-ce que le FMI devait donner de l'argent? Mais le FMI a dit, écoutez, on veut bien donner de l'argent au Pérou, mais si c'est pour que ça finisse dans les low people qui se reproduisent encore comme des rats, c'est pas la peine. Et Fujimori a dit, vous inquiétez pas, je connais quelqu'un qui va arranger l'affaire. Et il a fait venir Sasakawa, qui a stérilisé je ne me rappelle plus, des centaines de milliers de femmes et des dizaines de milliers d'hommes. Hein. Vous chercherez vous-même hein, sur Sasakawa. Ryoichi Sasakawa, dont la fondation a vu un procès d'ailleurs en France, du fait qu'une historienne avait dit comment la France fait encore des grandes réunions avec des politiques et tout ça dans la fondation Sasakawa. Est-ce que vous connaissez vraiment qui était Ryoichi Sasakawa? Et elle dit c'est un criminel de guerre, c'est un génocidaire, c'est un grand mafia. Elle n'a pas dit c'était le président de la Fédération mondiale de karaté, ami du président de la FFKMA. Mais bon, voilà. Donc, et elle a gagné son procès. Et ça fait jurisprudence. Donc la prochaine personne qui veut dire que fout un procès à quelqu'un qui dit que Sasakawa était un mafieux et un criminel de guerre, ça fera jurisprudence. Ça a été prouvé, c'est historiquement prouvé. Voilà. Et tout simplement. Excusez-moi, je suis un petit peu... Ouais, donc le prince Konoe Fumimaro, alors qui était Premier ministre à l'époque, d'après ce que j'ai compris, était donc lui aussi grand criminel de guerre, et il s'est suicidé, donc d'après ce que j'ai compris, en 1945. Donc là, j'ai pas d'accès Internet, ça va être plus chaud. Voilà. Et c'est quelqu'un qui avait donc conseillé au Japon,
Enfin, c'était un grand, on va dire, c'était un grand promoteur du Japon, comment on peut dire, du Japon comme centre du monde, vous voyez, de l'unité du monde autour du Japon. Et on le voit dans un bal costumé déguisé en Hitler, en Adolf Hitler, avec la croix gammée, la petite moustache et sa mèche comme ça. Voilà, donc diagnostic des réseaux. Mon réseau va très bien, il marchait bien il y a 30 secondes, mais c'est pas grave, parce que j'ai mis les textes. Hein, donc Ueshiba lui-même avait dit, donc toujours pareil, dans ce côté, comme il disait, le prince était aussi à l'origine du Manchukuo, hein, c'est-à-dire de l'invasion de la Mandchourie et d'en faire un État japonais. Hein, donc Ueshiba Sensei avait dit, avait déclaré en 1960, hein, donc on est loin du Ueshiba de pendant la guerre qui entraînait les officiers des services spéciaux, des services de renseignement en Aiki Jutsu. On est loin de ce Ueshiba-là, on est en 1960, bien après-guerre. Le monde est un. Les nations grandes et les petites doivent se réunir sous le Japon. Donc c'est vraiment une sorte de centrisme. Hein. L'organisation pour cela doit être fermement arrangée, donc avec discipline. Hein. Les êtres humains ont oublié la nation numéro 1, qui est au centre de la Terre, qui est la principale nation centrale et qui est le Japon. Puisque cela apparaît dans les enseignements de nos ancêtres impériaux, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc il a écrit ça dans un magazine d'aïkido en 1960. Alors quand on parle de la promotion de la paix par l'aïkido, tout ça, moi je veux bien, je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes qui, faisaient la promotion de l'aïkido comme voie de la paix, se sont aperçus qu'arrivé en France, c'est devenu très très rigide, très très, vous voyez, un petit peu dans une ornière, et puis ils sont mis à faire ils sont mis à faire du systéma, voilà. Ils ont rencontré des maîtres. Hein. Je me souviens des premières vidéos que j'ai eues de maîtres, comment il s'appelle, de Ryabko, du Mikhail Ryabko, du maître de Systema, c'était au Japon, parmi des taikai, c'est-à-dire des réunions d'aïkido. Voilà, donc là j'ai retrouvé ma connexion. Premier ministre, d'accord, jusqu'en 1939, hein, et descendant du clan Fujiwara, expansionniste du Japon, donc fils d'un politique, hein, il apprend l'anglais et l'allemand. Voilà, donc en 1937, lors de son premier mandat comme Premier ministre, Konoe recommande à l'empereur Showa l'invasion de la Chine. Sous sa tutelle sont publiés de principaux ouvrages, etc. En 1938, il promulgue la loi de la mobilisation nationale, voilà, contre la Chine, en accordant un budget illimité à la fabrication d'armements. Voilà, en assurant le contrôle de l'État sur toutes les institutions civiles. On va y arriver en France. Hein. Voilà, donc... Il y a des gens comme ça, on ne sait pas. Vous voyez, quand on vous parle de Ueshiba, on vous dit Ueshiba, il a promulgué la paix. C'est vrai que l'aïkido est plutôt venu en France dans les années 70, plutôt comme quelque chose qui promulguait la paix. Mais il y a quelque chose qui me dérange, moi, un petit peu dans le principal de l'aïkido. Dans le principe de l'aïkido, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est que Ueshiba voulait apprendre, enfin enseigner le vrai aïkido à ses élèves dans son petit dojo, hein, et il a laissé à son fils donc l'aikikai, quelque chose de très étatique, très dans le quartier le quartier des affaires d'ailleurs à Shinjuku, pour enseigner aux étrangers. Voilà. Lui était dans son petit comment on dit, dans son petit ombu dojo. J'ai perdu son nom, mais bon, c'est pas grave. Il a fait son petit dojo avec son temple de l'aïkido, hein, qui était l'Aiki Jinja, et qui s'occupait de l'Aiki Jinja, qui était le prêtre qui s'occupait de l'Aiki Jinja, et ben l'héritier du Kukishinryu.
dont Hatsumi Sensei est un des soke, d'après ce que j'ai compris. Hein. Aiwama, voilà, j'y pense, c'est Aiwama, voilà. Donc lui, Aiwama, avec Saito Sensei et quelques-uns de ses élèves, il travaillait encore avec des armes, avec, on va dire, des bâtons qui simulaient des baïonnettes, des sabres boken, etc. Et l'aïkido, l'aïkikai était plutôt basé pour les étrangers, on va dire. Et puis, il y avait un autre aikido, qui était celui de Koichi Tohei, donc, que j'ai rencontré, qui était plutôt basé sur le ki. Et donc, il y a eu 3 grands aikidos. Bien sûr, il y a autant d'aïkido qu'il y a de professeurs, mais bon, il y a eu 3 grands aikido que j'ai plus ou moins connus, quoi. Voilà, c'est là, je vois l'aïkikai. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais vous résumer. Ce n'est pas un jugement contre l'aïkido. On commence à comprendre vraiment ce que c'est que l'aïkido. En ne regardant plus les livres des profs d'aïkido des années 70, mais en regardant des livres plutôt comme celui-ci. Voilà, de Eric Grouzia et autres, hein, j'en ai d'autres, hein, qui sont des gens qui ont une autre approche de l'aïkido. Et voilà, ce qui me dérange un petit peu avec l'aïkido, mais certainement avec les autres arts martiaux, mais enfin, entre guillemets bien sûr, mais surtout l'aïkido, c'est que les gens les fondateurs français des fédérations vont au Japon, vont rester 3 mois, vont venir, ils vont être je sais pas combien de dan, hein, et ils vont dire, bah, si vous voulez avoir mon 4e dan, il faudra 8 ans de pratique, ou 20 ans de pratique. Vous voyez, donc ils font des programmes techniques qui n'existaient pas forcément au Japon, voire pas du tout, et ils disent, voilà, il faut 20 ans pour un 5e dan, il faut 26 ou 27 ans pour un 6e dan, alors qu'eux, ils ont eu leur 6e dan en 1 an, quoi, quelque part. C'est ça un petit peu qui me gêne, hein, dans ce travail franchouillard, où on met des ceintures de couleur, où on met des programmes techniques, et il faut être comme ci, il faut savoir ça, alors que c'est vraiment... Surtout pour l'aïkido, ça n'a aucun sens, quoi. Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, si vous voulez, quoi. Mais bon, voilà. C'est une critique tout à fait technique, hein. C'est pas grave. Je pense pas que Takeda Sensei s'amusait à faire ça, quoi. S'amusait à faire des techniques aussi méthodiques. Voilà, donc voilà, je suppose que cette vidéo aussi va déranger, et peut-être qu'elle va être encore signalée, parce que j'ai eu le malheur de parler des grands mafieux qui ont promulgué le karaté, et peut-être qu'ils promulguent encore, hein, que ce soit en Kyokushinkai avec Yoongi Choi, là, qui se faisait appeler Oyama, Masutatsu Oyama, qui a soi-disant tué des taureaux, soi-disant décorné des taureaux, soi-disant fait 100 combats ou 1000 combats, alors que ses biographes disent non, absolument pas, il a ni décorné de taureaux, ni tué de taureaux, ni fait 100 combats. Bon, après qu'il soit dans la mafia et qu'il soit épaulé par la mafia, ça fait partie de l'histoire, hein. On a des témoignages comment on appelle ça, y compris Sasakawa, hein. On a des témoignages de commerçants au Japon qui disaient les Yakuza arrivaient avec les affiches de compétition de karaté, ils placardaient ça, et puis on n'avait rien à dire, et puis basta, quoi. Entre autres, hein, leur boulot, c'était pas de faire ça. Et voilà. Donc, c'est la vérité, c'est des choses qui sont facilement vérifiables. Alors, on m'a demandé pourquoi est-ce que Henri Play et autres m'avaient déconseillé de publier mon livre. Bon, déjà, c'est bien si je dénonce, mais bon, dénoncer sans pouvoir dire ok, ça c'est pas le karaté, ça c'est pas le judo, ça c'est pas l'aïkido, alors qu'est-ce que c'est? Voilà, on va mettre un peu plus de temps pour bien expliquer les racines des vrais arts martiaux, au Japon en tout cas, avant que ça vienne chez nous, en sport, transformé en sport. Alors je vous rappelle encore une fois qu'en 1863, 64, etc., quand les missions chanoines envoyées par Napoléon III avec le capitaine Jules Brunet, par exemple, sont arrivées avec des armements français pour armer les Japonais, il y a même un livre qui s'appelle « Quand le Japon armait la France » qui vous explique tout ça, eh bien, vous avez...
les Japonais ont supprimé leurs arts martiaux, leurs vrais arts martiaux de l'époque, hein, le kyudo, enfin le kyujitsu, le kenjutsu, le jujitsu, pour après se mettre à utiliser les fusils, les canons, les mitrailleuses, le télégraphe, le train, voilà quoi. Voilà, comme on a arrêté la lampe à huile quand on a eu l'électricité, quoi. Je veux dire, faut pas être con non plus. Donc rien ne vous empêche de pratiquer des arts qui sont pas de votre époque, qui sont pas de votre culture, qui sont pas de votre continent, tout comme rien ne vous empêche de vous éclairer à la bougie fabriquée à la façon japonaise du XVe siècle. Vous voyez, ces lampes à huile en papier, avec du papier huilé au-dessus pour éclairer, atténuer. Rien ne vous empêche de dormir sur des tatamis faits comme au XIVe siècle, à la japonaise. Si vous voulez, rien ne vous empêche, malgré qu'il existe des lits à ressort. Moi, je dors bien souvent en fouton. Vous voyez, donc rien ne vous empêche. Voilà. Mais qu'on ne dise pas que les arts martiaux japonais sont le judo aikido karaté par exemple, les arts martiaux japonais sont ce que les Japonais font actuellement avec des satellites, avec des lasers, avec des armes, etc. Voilà. Et les arts martiaux traditionnels japonais étaient avec des armes, des armures, et faits pour le champ de bataille. Voilà, donc, vous le savez, il y a eu 2 transformations, hein, d'abord en do et ensuite en sport, et nous, on a récolté le sport, même si on a appelé ça do. D'accord. Voilà, et que le mot karaté, main vide, a été fait dans les années 1935 ou 36, et qu'avant, ça voulait dire chinois. Karaté voulait dire chinois. Et karaté jutsu voulait dire technique chinoise. Et Okinawa karaté jutsu voulait dire technique chinoise d'Okinawa. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ça, tout le monde peut le vérifier maintenant et j'en suis très content. Voilà, parce que on ne pourra pas dire que c'est moi qui suis contre le judo, contre le karaté, contre l'aïkido, contre ce que vous voulez. De toute façon, je suis pour la vérité, je suis pour l'histoire. Qu'est-ce qu'un historien? C'est quelqu'un qui va chercher des documents, qui montre un petit peu la vérité, en tout cas, sur ces choses-là. Alors on peut dire, oui, mais il y a plusieurs vérités. C'est clair, il y a la vérité française des fédérations. Hein, vous savez, on en était à Docteur Justice dans les années 70, quand ces fédérations ont été créées. Ben, je pense pas que c'est beaucoup changé. Moi, j'ai des mémoires de présidents de comités départementaux régionaux de karaté, c'est à tomber par terre. Hein. C'est à tomber par terre. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme le gars que je vous ai dit, là, qui s'appelait Samson, un gros black américain des années 70, qui voulait se faire enfermer dans une cage avec un tigre, avec un nunchaku. Pas le tigre, hein, le gars, hein, Samson, avec son nunchaku, et il voulait tuer le tigre à coups de nunchaku. Voilà, ça, c'est, vous voyez, à l'époque, tout le monde y allait, hein, tout le monde fumait son joint, eux, ils marchaient encore à la cocaïne, et puis voilà, quoi. Et c'est ça le cinéma, hein, c'est ça. Si ce que vous faites dans votre dojo ressemble à ce qu'il y a au cinéma, ça ne peut pas être un art martial. C'est de la cascade. D'ailleurs, comme je vous ai expliqué, il y avait de plus en plus, par Figalt et autres, des stages faits de cascade. Alors, cascade martiale, ça ne veut absolument rien dire. Hein. Cascade martiale, c'est quand tu marches sur une mine et que tu exploses. Hein. Ça, tu fais un saut périlleux avec une jambe en moins. Ça, c'est la cascade martiale. Pas prendre les gens pour des cons. Maintenant, le cascade martiale, cascade combat, sport, ce que vous voulez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des brevets d'État qui autorisent les gens à enseigner ça? Je suis moins sûr. Est-ce que ces gens-là ont des brevets d'État, ont des capacités à enseigner ça, à part que ce sont des intermittents du spectacle? Pourquoi pas? Moi, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis simplement, il faut appeler les choses par leur nom. Et quand je vois un stage de cascade martiale qui va attirer 100 personnes, alors que vous allez faire un stage, par exemple, en armure de Yagyushingan ou de Bujinkan ou de Kenjutsu, et que vous allez avoir 10 pelés qui vont arriver, vous dites que les arts martiaux n'intéressent personne. Ce qu'ils veulent, c'est du cinéma. Les gens veulent faire du cinéma. Bon, quand on passe sa vie sur des écrans, au début avec des Game Boy, la télévision, le téléphone portable et les ordi, c'est clair que vous êtes plus... vous avez été élevé par des écrans, et pour vous, ce que vous voyez sur l'écran est vrai. Voilà. Donc, avant, c'était les livres. Hein, les gens croyaient, comme on dit...
il y avait un proverbe comme ça, c'est pas parole d'évangile, hein, c'est-à-dire c'est pas la Bible, hein, biblos veut dire livre, hein, donc tout ce qui était dans les livres était vrai avant, et maintenant tout ce qu'ils voient dans les cinémas, dans les films, ils s'imaginent que c'est vrai. Je suis toujours amusé de voir les films de combat, de voir l'élaboration des films de combat. Actuellement, c'est plus des femmes sportives, ce qu'on appelle des sportives, hein, c'est-à-dire des nanas cheveux courts, pas de seins, pas de hanches, des épaules assez musclées, qui vont sauver des hommes vagins. De situations approximatives. Alors c'est souvent des anciennes nanas du Mossad, du MIT, du FBI ou de la CIA, machin comme ça, voilà, qui sont ou des comment on appelle ça, déserteurs ou des missionnaires, etc. et qui se mettent à sauver des hommes vagins, qui se comportent mon Dieu, attention, j'ai mal. Ça me fait toujours marrer de voir ça. Des nanas qui se battent comme des mecs. Je vous ferai peut-être un petit rapport là-dessus, puisqu'il y a eu un texte qui a été fait là-dessus, qui se battent comme des mecs avec les poings fermés contre les mecs d'1m90, 110 kg. Alors la nana, elle est là avec ses 40 kg, en train de donner des coups de coude, en train de faire des frappes et tout ça. Dans la réalité, le mec, il bougerait même pas, quoi, je veux dire. Mais bon, alors qu'elle a un couteau comme le film, je vous parlais là, le courrier, où la nana elle a un tournevis dans la botte, et puis le type qui fait 3 fois son poids lui tape dessus, lui donne des coups, la nana elle tient debout, hein, elle est toujours debout, elle doit être sous cocaïne, hein, elle tient debout, bam bam bam, comme sur un ring MMA, et puis c'est au dernier moment qu'elle sort son tournevis pour lui foutre à travers la gorge, il lui a arraché la gorge. On se demande pourquoi elle n'a pas sorti le tournevis tout de suite, quoi, je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais voilà, ça fait marrer. Ça fait marrer ces femmes. C'est un petit peu le genre de film où on voyait des nanas en survie, en débardeur, avec des gros nibards, avec c'est-à-dire qu'elle est camouflée avec du maquillage, mais en débardeur, bras nus, les seins carrément à l'air, en short. Tant qu'à faire, je sais plus comment elle s'appelle, Lara Croft, je sais pas trop, dans ce style-là, alors que tout le monde est en camouflé avec les casques, avec les treillis camo, elle, débardeur, toujours bien coiffée, avec la mise en pli, comme ça, la permanente, avec la gourmette qui... j'ai vu des gens qui faisaient des stages de survie comme ça, avec la belle montre, la belle gourmette, les colliers, les boucles d'oreilles et tout. J'organise des stages de survie, ça m'a toujours fait marrer de voir ça, les gens... Bref, on n'a pas la même notion de survie. Ah, je vous rappelle juste un petit détail, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Hein. Vous avez la vie, vous avez la survie, où vos sens sont hyper éveillés. Et vous avez ce que les gens appellent, eux, la survie, c'est-à-dire, on est dans les bois, on fait griller des chamallows, et on vit comme des bêtes apeurées. Voilà, et enfin, souvent ces gens-là sont déjà très, très acides dans leur sang, très, très fatigués, à 2 doigts du burn-out, et ils cherchent encore un petit peu plus d'acidité pour tenir le coup, hein, quand même un petit peu d'acide dans le batterie, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, on essaie de... Ouais. De transmettre le courant malgré tout. Bon, c'est des gens qui vont se brûler comme une bougie qu'on arrose d'essence et qu'on brûle par les deux bouts. Eux, ils sont plutôt là. La survie, comme dit Maître Hatsumi, c'est au-dessus. C'est être au-delà. Allez, je vous en dis pas plus. Faudra attendre mes bouquins. Et pour le moment, on peut pas. Je suppose je sais pas si on peut les commander. Il y en a qui les reçoivent, hein, mes livres. Hein. J'ai donc Amazon, je crois, est suspendu. C'est parce qu'il y a eu un conflit avec les employés. Mais je pense que Lulu, on voit encore ses livres. Hein. Les États-Unis, on voit encore des livres. Voilà, donc grosse bise à toutes et à tous. Voilà, je suis tout content de vous asséner entre guillemets ces vérités, parce que bon, voilà, on n'est pas toujours d'accord, mais voilà, moi je vous dis, je suis un grand fan même des arts martiaux français, on va dire les arts martiaux à la française. J'ai toujours trouvé, hein, j'ai vécu là-dedans, hein, ça fait plus de 50 ans que je suis dans les dojos. Oui, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de bénédiction par un prêtre shinto ou bouddhisme, on appelait ça quand même un dojo, c'est pas grave. On n'est pas sur des tatamis non plus, on est sur des bordels en plastoc, dans une salle avec des sacs de frappe, mais ça fait rien, on joue le jeu, on s'amuse, on est très très loin de l'enseignement au Japon. C'est pour ça que quand j'ai voulu savoir ce qu'étaient les arts martiaux, je suis allé à 30 ans au Japon. Et c'est là que quand j'ai dit, voilà, je viens faire du karaté, des arts martiaux, du karaté, et que le gars, l'officier de police à la douane, hein, m'a dit, non, c'est pas le karaté, c'est pas un art martial, et c'est pas japonais.
Ah, là, ça m'a foutu une claque. Bah oui, après pratiquement 20 ans de karaté, quoi. Allez, c'est pas grave, grosse bise à toutes et à tous. Si vous voulez signaler, signalez la vidéo. Je m'en tamponne le coquillard, comme disait mon père. Et puis, je m'en touche une sans réveiller l'autre, comme disait Coluche, etc., etc. Allez, gros bisous. Et puis likez, hein, likez. Et puis merci pour ceux qui ont fait des dons, merci beaucoup, merci infiniment pour ceux qui ont compris que les associations sont en train de se casser la gueule, ils ont beaucoup de dangers du fait qu'on ne peut plus continuer les cours, que je ne peux plus organiser des stages pour le moment, mais dès que je fais un stage, n'attendez pas le prochain confinement, parce que ça va faire ça. Non pas le virus, mais la peur. Vous voyez, il va y avoir des vagues de peur comme ça qui vont nous reconfiner. Voilà, que le virus soit très fort, faible, j'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt les médias qui vont relancer la peur. Une fois que le commerce sera relancé, que ceux qui dirigent les médias se seront foutus assez d'argent dans les poches, ils vont relancer une vague de peur pour mieux nous contrôler, etc., etc. Voilà, à qui profite la peur? Je vous laisse faire vos recherches. Voilà, ceci dit, le professeur qui avait découvert le sida, Montagnier, a dit qu'il y avait des séquences de VIH dans le Covid-19. Et donc, c'est pas en bouffant de la chauve-souris. Donc, désolé pour les végans ou véganes, je sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle, qui disaient c'est à cause des viandards qui mangent des chauves-souris et qui sodomisent des pangolins. En même temps, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment quelque chose qui a été fabriqué. Voilà. Allez, gros bisous. À très bientôt. Likez.